Qui a décidé que le 1er janvier était le début de l'année? Certainement pas la nature. Si l'on regarde l'histoire, le calendrier romain original, instauré par Romulus, ne comptait que 10 mois et commençait en mars, avec l'équinoxe de printemps. C'est là que la vie renaît vraiment, que la sève monte et que la lumière gagne sur l'ombre. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une preuve, regardez le nom de nos mois. Septembre vient de septembre, 7, octobre de octo, 8, novembre de novembre, 9, et décembre de décembre, 10. Si l'on compte à partir de mars, tout devient logique. Décembre est bien le 10e mois. Alors pourquoi ce décalage? Janvier et février ont été ajoutés plus tard, principalement pour des raisons politiques et administratives. En 153 avant Jésus-Christ, Rome a décidé de fixer le début de l'année au 1er janvier pour coïncider avec l'entrée en fonction des nouveaux consuls. Il fallait synchroniser les mandats politiques et la collecte des impôts, pas les cycles de la nature, de l'être humain ou de l'âme. Janvier est nommé d'après Janus, le dieu aux deux visages. L'un regarde le passé, l'autre le futur. Janus est le dieu des portes, des transitions, mais il n'est pas le dieu de la naissance. On nous force à prendre des résolutions administratives le 1er janvier, alors que tout dans le cosmos nous hurle de dormir. C'est le triomphe de la bureaucratie sur la biologie. C'est pour cela que cet épisode aujourd'hui sortira en retard, car je m'assois enfin après une journée de procrastination. Je suis dans mon pyjama Hello Kitty, vêtue de mon plaid, en face ma petite tisane, et je suis en pleine hibernation. Depuis que j'ai décidé de suivre mon propre rythme et de respecter mon flow, j'ai réalisé que janvier n'est pas le moment de l'action bruyante, mais celui de la gestation. Je ne ressens aucune culpabilité à ralentir, voire même à m'arrêter, à rester sous ma couverture et me gorger de comfort food, garanteta spa, chocolat à la chia et croquer les Daltona, la maman de Ryan, à tout moment de la journée. Bienvenue dans le 28e épisode et le tout premier que j'enregistre officiellement en 2026. Si vous avez entendu ma voix ces 2 dernières semaines, sachez que ces épisodes étaient préenregistrés, mis en boîte avant que je m'évapore dans le sud. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ma voix porte encore le grain du sable de Janet et la résonance des roches millénaires de ses phares. Je reviens de 8 jours de trek, une immense immersion totale où le temps n'existe plus. Et si j'ai attendu avant d'allumer ce micro, c'est parce qu'il n'y a rien que j'aime plus que de parler d'un sujet après l'avoir transpiré, après l'avoir vécu dans mes muscles et dans mon souffle. Je ne voulais pas te donner une théorie, je voulais te donner mon expérience organique. Aujourd'hui, on va craquer le code de la loi de l'unicité divine à travers le prisme de l'humanité, de la psychologie et de ce que le désert m'a murmuré. Le désert est, moi je l'appelle le laboratoire du système nerveux. C'est vraiment le laboratoire ultime de la vérité. Pourquoi? Parce que tu enlèves tout. Tu enlèves ton maquillage, ton statut social, tes réseaux, tes miroirs en verre. En psychologie, on dit que tu dépouilles l'avatar. Donc, tu dépouilles l'avatar social pour ne laisser que le système nerveux à nu. C'est là que la loi de l'unicité divine, the divine oneness, la première des 12 lois fondamentales, cesse d'être une phrase jolie dans un livre pour devenir une réalité biologique. Cette loi affirme que nous sommes des extensions d'un même champ. Dans le sable, cette unité se manifeste par un besoin vital de connexion. D'un point de vue psychologique, l'être humain est programmé pour chercher l'affinité. Dans l'immensité du désert, ce réflexe naturel remonte à la surface. On cherche le regard de l'autre pour valider notre propre existence. On cherche dans la pupille de l'autre la confirmation de notre propre vérité. Tu regardes le visage de ton compagnon de route pour voir s'il est aussi épuisé que toi. Et soudain,
ta fatigue devient légitime. Tu n'es plus seul à avoir mal aux pieds ou au dos, c'est réel. Tu observes l'autre regarder le ciel nocturne et c'est à travers son émerveillement que tu t'autorises enfin à ressentir la magie du moment. Tu vis la joie par procuration. Tu partages un paysage pour être sûr qu'il existe vraiment. C'est le moment où le moi s'efface pour laisser place au nous. Et c'est là que le système nerveux s'apaise enfin. C'est là qu'entrent en scène nos neurones miroirs. Ce sont les neurones de l'empathie et de l'apprentissage. Et tu vas me dire quel est le rapport entre l'empathie et l'apprentissage. J'arrive. Vois l'apprentissage par résonance. Depuis notre naissance, nous apprenons à être humains en miroitant les autres. Si tu vois quelqu'un réussir à grimper une dune alors que tu es épuisé, tes neurones miroirs stimulent cet effort. Ils te donnent la preuve biologique que c'est possible. Si c'est possible pour l'autre, c'est aussi possible pour toi et tu y trouves la force et le courage et la motivation pour pouvoir avancer. Après, entre l'apprentissage et l'empathie, il y a le moment de «Ah, me too, moi aussi». Quand tu vois une peur ou une larme chez l'autre, tes neurones miroirs te font ressentir cette émotion. En trouvant une similitude chez l'autre, tu reçois la permission d'exister ou la permission de laisser cette émotion te traverser dans ta propre vulnérabilité. L'affinité est le pont que l'unicité utilise pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans le champ. Mais voici le cœur du sujet. Aujourd'hui, je voudrais parler de cette loi, mais je voudrais aussi mettre en évidence, en avant-première, ce fait, cette réalité ou cette idée, cette notion que l'autre est mon miroir le plus radical. Ce que nous voyons chez les autres n'est souvent qu'une projection de notre propre architecture interne. Et l'autre devient un miroir sur lequel tu projettes ton amour, mais aussi ton bullshit. Commençons par la beauté, par l'amour. Tu admires la force d'une autre femme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ta propre puissance que tu n'oses pas encore t'approprier. Cette femme que tu admires, que tu encourages, que tu motives, n'est que la dépositaire temporaire de ton potentiel. Donc tout cet amour, toute cette bienveillance, tout ce potentiel, tous ces souhaits de réussite, de joie, de bonheur que tu as en toi, qui parfois est submergent et parce que c'est en toi et tu l'incarnes tellement que c'est toi. Et rappelle-toi, il y a aussi la loi de la dualité. Pour que quelque chose puisse exister, il lui faut son dual, il lui faut sa référence, elle existe en référence à une autre. Ça, c'est aussi une loi de Einstein. Bref, je reviens. Donc, tu as tout ça en toi, à Refik, c'est comme si tu avais quelque chose dans ton dos, tu n'arrives pas à voir. Il faut un miroir pour projeter ça. Et tu viens projeter ça sur la personne face à toi. La même chose pour notre bullshit, donc la projection de notre propre tête. Dans la fatigue du désert, l'autre devient le miroir de tes zones d'ombre. Ton irritation n'est pas à propos de l'autre, mais à propos de ce que l'autre te force à voir chez toi. Il est plus facile de blâmer le miroir que de regarder le visage qu'il reflète. Je dis ça avec un petit pincement au cœur. Ces 8 jours, ce trip, c'est l'une des plus belles expériences. C'est simple, là, parce que je suis rentrée, je vais te dire que c'est le plus beau endroit que j'ai jamais vu, c'est le plus beau endroit au monde. Je vais même me permettre de dire ça. On a vécu une très belle expérience. Une semaine, on a perdu la notion du temps, des liens se sont créés, c'était beau, c'était génial. Mais il y a eu un petit incident, tu vois, une petite expérience aussi que maintenant, avec du recul, que je vois sa valeur. Et il y a eu aussi un miroir sur lequel j'ai reflété et j'ai découvert une partie de moi, une partie que je savais pas qu'elle était là-bas. Après, on a fait un cercle de partage, on en a parlé, et là, j'ai pu la filtrer aussi, encore une fois, grâce à des miroirs. Maria, si tu passes par là, coucou. Mais, mais oui, et très souvent, ceux qui se ressemblent s'assemblent, on rencontre des personnes comme nous, un peu,
quand nos chemins se croisent pas pour rien. Et elles viennent, ces personnes, elles réagissent et démontrent ce que nous avons en nous, en partie. Donc il y a eu ce petit incident, cette petite histoire qui m'a fait savoir des choses sur moi et où l'autre personne était aussi un miroir pas très joli sur le coup. J'ai détesté cette personne, je voulais qu'elle cesse d'exister et que de ne plus jamais la revoir, la croiser, mais maintenant, en fait, ce que je voyais, c'était juste c'était un peu mon autorité, mon besoin primaire de protéger ma tribu, de s'assurer que tout le monde est en train de passer un bon moment et c'est que quelqu'un ou quelque chose venait perturber cela, ben, je m'assurais de prendre les choses en main et d'éliminer le problème. Et surtout de m'affirmer. C'était aussi, bon, d'après Maria, l'instinct très protecteur, maternel, ou qui a fait sortir le lion ou la lionne en moi, tu touches pas à ma tribu. Et quand je dis ça, vous savez, quand je fais ces cercles et ces rencontres, surtout les women's circles ou les retraites, peu importe, ça n'a pas à être que féminin. C'est, c'est des valeurs, c'est mes valeurs principales. C'est ma vie, ok? À cet âge-là, 33 ans, je suis célibataire. Mes priorités dans la vie, c'est pas mon mari, mais c'est pas mes enfants, j'en ai pas. Du coup, toute cette énergie, je la focalise et je la redirige vers mon travail, qui est aussi ma passion. Donc la ligne est très fine entre le moi personnel et ce que je fais, le moi pro. Et j'ai tendance à me perdre ici. Et donc il y avait une situation qui a touché un peu à ça et qui a fait sortir cet instinct limite animalier de protéger mon territoire et de protéger ma tribu. Et je le savais pas. Je l'ai pas vu. Je suis là, la première à promouvoir le lâcher prise et le trust. Et après, si tu touches à mes valeurs existentielles, t'auras affaire à la lionne. Soleil en lion, ascendant lion, Mercure lion, deux ou trois autres lions. Courage à toi. Heureusement que la lune en Verseau canalise tout ça. Mais oui. Donc maintenant avec du recul, je vois je vois de la beauté dans ça. Et je referme la parenthèse. C'était un peu un partage d'expériences personnelles. Je sais pas إذا فهمتوا ولا ما فهمتوش parce que le contexte est peut-être flou, mais l'idée générale est passée. Et, et ça nous a mené, et ça va nous mener à parler de la confrontation. La confrontation est le vide créateur. Ce désert que j'ai parcouru à Janet, c'est 100 kilomètres de trek, c'est bien plus qu'une étendue de sable. C'est la manifestation physique du vide. En sagesse bouddhiste, on appelle cela la vacuité, la sunyata. On a souvent peur du vide, on croit que c'est l'absence de tout, mais la vérité, c'est que le vide contient tout. C'est la matrice de toutes les possibilités. Dans le rien métaphorique, on trouve l'essentiel, car c'est le vide qui autorise le plein d'exister. Dans les déserts, qu'ils soient physiques ou intérieurs, tu ne peux pas fuir. Tu es forcé de rester dans le cercle, face à toi-même et face aux autres. Cette intensité est un cadeau, car c'est ici que la loi de l'unicité devient un outil de manifestation bien plus puissant que la célèbre loi de l'attraction. Et je vais t'expliquer tout ça, commençant par la loi de l'attraction. Ok? La loi de l'attraction part souvent d'un postulat de séparation. Elle sous-entend que tu es ici et que ce que tu désires est là-bas, à l'extérieur de toi. Et que tu dois déployer une énergie, donc une vibration, une visualisation, un effort pour le faire venir à toi. C'est une dynamique qui, si elle est mal comprise, entretient subtilement l'idée du manque. Quant à elle, la loi de l'unicité, elle part du principe que tu es déjà le champ. Il n'y a pas d'extérieur. Si tu vois une femme incarner la vision que tu désires, selon l'unicité, ce n'est pas une autre personne que tu dois jalouser ou admirer de loin. C'est une autre version de toi qui l'a déjà accompli dans le champ quantique. Utiliser l'unicité pour manifester, c'est transformer ton regard.
Quand tu vois le succès chez l'autre, tu ne l'attires pas, tu le reconnais. Tu dis au champ, puisque nous sommes un, sa victoire est la preuve de ma propre capacité. Je me branche sur cette fréquence qui est déjà là, qui est déjà la mienne, en célébrant l'autre. Tu informes ton système nerveux que cette réalité fait déjà partie de ton expérience. C'est le raccourci ultime pour accélérer tes manifestations et arrêter de chercher pour commencer à incarner. Ouh, Meninia, comment ça va? Je sais que ça peut être un peu submergent, mais ne t'inquiète pas. On a toute une année, les Mabdesh le 1er janvier, qui commencera le 19 janvier, le prochain épisode encore le collège. Mais ne t'inquiète pas, on aura le temps de bien digérer tout ça. Je sais que c'est des notions un peu floues. Et ce que j'essaye de faire de mon mieux, de les simplifier et de donner des exemples concrets de la vie, de ma propre expérience, mais aussi des expériences de mon vécu et à travers les autres. Et en fait, quand je viens raconter des histoires ici, parfois juste pour les besoins de ces épisodes, pour les garder courts, pour voilà, le storytelling, je cite des noms, parfois c'est imaginaire, parfois c'est aléha, parfois c'est aléha, mais c'est du vécu, ça vient de la vie, ça vient de l'expérience, c'est du concret pour toi, pour que tu le puisses le gérer facilement et après le mettre en pratique. Pour l'instant, tout ce que j'ai à te dire, respecte ton rythme de janvier. Reste en pyjama Hello Kitty ou la Nemore ou ce qui te convient, mais commence à observer tes miroirs. La prochaine fois que tu admires quelqu'un ou que quelqu'un t'exaspère, demande-toi, quel morceau de moi est en train de me faire un clin d'œil à travers cette personne? Pour conclure cet épisode, comprenons comment cette loi de l'unicité se traduit concrètement dans ta psychologie et ton corps. 1. Au niveau de ta personnalité. Elle t'apprend que tu n'es pas une entité figée, mais un ensemble de potentiels. En observant les autres, tu découvres les fichiers de ta propre personnalité que tu n'as pas encore activés. Au niveau de ton mindset, elle remplace la compétition par la preuve collective. Le succès de ta voisine n'est plus une menace, c'est une mise à jour logicielle pour ton propre cerveau. Si elle a réussi le champ dont tu fais partie, c'est maintenant comment le faire. Et au niveau de ton système nerveux, elle active la co-régulation. Ton système nerveux apprend qu'il est en sécurité, non pas en s'isolant, mais en connectant. Tes neurones miroirs valident ta réalité et apaisent ton amygdale en te montrant que tu n'es jamais seul dans l'épreuve. C'est ici que l'on guérit la véritable pandémie de notre siècle, la solitude chronique. On nous a fait croire que nous étions des îles désertes, autosuffisantes et isolées, mais la vérité est celle des archipels. Nous sommes des îles, oui, mais reliées par le fond baigné par la même eau. En te connectant, tu ne fais pas que calmer tes nerfs, tu restaures ton lien d'amour et de connexion profonde avec la vie et tout ce qui t'entoure. La paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de l'autre en soi, transformant l'isolement en un sentiment d'appartenance universel. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous quitterons le laboratoire de la psychologie pour rentrer dans la cathédrale de la spiritualité. Nous explorons les principes ésotériques de la loi de l'unicité, comment cette architecture invisible gère la synchronisation de nos vies et comment habiter pleinement ce champ de conscience universelle. Surtout, comment utiliser ce savoir afin de manifester la plus belle des années et des vies. Pour nous et pour les autres. Parce que les autres c'est nous, nous c'est les autres et au final on n'est qu'un. Et la réalisation ultime c'est qu'il n'y a que One Love. Et ce n'était pas que des paroles. Et si tu veux explorer d'autres miroirs qui viendront refléter ta beauté et ta bienveillance, je t'invite à nous rejoindre au Sex AM Flow Club. C'est notre laboratoire de connexion et c'est surtout la preuve ultime comment la connexion ne connaît pas de frontières, de barrières
ou de distance géographique. Là-bas, on utilise la force du groupe pour manifester nos visions ensemble. Vision de santé, de discipline douce, de régularité, de yoga, de respiration, de méditation, mais aussi cette sororité, cette bienveillance que nous venons cultiver, partager et propager autour de nous dans le monde, notre petit entourage et aussi cette planète. En t'entendant là-bas, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur un lien qui va t'emmener vers un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp deviendra ton studio de yoga virtuel. Je tiens à rappeler que avant d'être une plateforme de yoga en ligne, c'est un groupe de soutien et un groupe caritatif. C'est créé par des femmes pour les femmes. C'est un groupe féminin sous le format de paye ce que tu veux. Donc, le plus important est de venir. C'est aussi, إذا راهي تلفت لك, si t'as pris des résolutions ce mois de janvier, tant mieux. Toutes les raisons sont bonnes. Ok, tant que ça nous fait du bien et tant que ça sert notre intérêt. Donc, viens. Alors, مليحة. Janvier, dès les résolutions, وبداي ديري sport, وبداي par le yoga. Ça va enlever toutes ces frictions. C'est un très bon point de départ. C'est adapté à tous les niveaux, toutes les personnes. C'est pratique très douce et c'est motivant. Donc, tu vas recevoir, à force de recevoir, moi, ce que je vous dis, cliquez sur le lien WhatsApp et restez attentif aux notifications. Tu vas recevoir un jour, tu vas ignorer, deuxième jour, tu vas ignorer. Et c'est pas que des notifications, on est vraiment en train d'envoyer ces ondes à fréquence élevée. Donc, ça va finir par te contaminer et tu vas finir par atterrir sur ton tapis où j'espère te retrouver très bientôt. Entre-temps, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller, illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.